Mes parents et ma sœur n'arrêtaient pas d'appeler pour me poser des questions sur les chocolats. Alors, je leur ai dit avec désinvolture que j'avais déjà donné toute la boîte à mon petit frère et aux enfants. C'est là que tous les trois ont pété un câble. Ils m'avaient envoyé une boîte de chocolats artisanaux incroyablement chers pour mon anniversaire. Le genre qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Elle est arrivée à mon appartement du centre-ville de Columbus avec un ruban élégant et une carte qui disait « Joyeux anniversaire ». Avec amour, Papa et Evelyne. Je suis Kendall Morrison, 35 ans, experte comptable judiciaire, célibataire, sans enfant, et je n'ai jamais fait confiance aux cadeaux de ce côté de la famille. Je n'aime même pas tellement le chocolat, et je ne voulais certainement pas qu'un truc venant de traîne dans ma cuisine, me rappelant de vieilles histoires. Alors, cet après-midi-là, je suis allé en voiture à Dublin, à la maison où j'ai grandi, je suis entré directement, j'ai tendu la boîte non ouverte à mon frère de 12 ans, Brandon, et aux petits de ma sœur, Layton et Matteo, qui sautaient partout comme toujours. C'est pour moi, mais vous allez plus en profiter, ai-je dit. Ils l'ont ouverte et ont commencé à manger juste là, sur le sol du salon. Je suis parti sans en prendre une seule bouchée. Cette nuit-là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord, Papa, puis Evelyne, puis Mélissa, tous posant exactement la même question d'une voix tremblante. Est-ce que tu as mangé des chocolats? J'ai ri et j'ai dit, non. J'ai donné toute la boîte à Brandon et aux enfants cet après-midi. Ils ont adoré. Silence de mort. Puis tous les trois ont hurlé en même temps, tu as fait quoi? Je ne comprenais toujours pas. Pas encore. Si vous avez déjà reçu un cadeau de votre famille qui vous a retourné l'estomac et que vous avez réalisé ce que c'était vraiment, déposez votre ville dans les commentaires et dites-moi que je ne suis pas la seule. Appuyez sur le bouton s'abonner car ça ne fera que s'assombrir à partir de maintenant. Je me brossais les dents en me préparant à aller me coucher quand le premier appel est arrivé cette même nuit. Le nom de papa s'est affiché sur l'écran. J'ai répondu, tenant toujours la brosse à dents. Kendall, les chocolats que nous avons envoyés aujourd'hui. Est-ce que tu en as mangé? Sa voix tremblait tellement que je pouvais à peine le comprendre. J'ai craché le dentifrice dans l'évier, riant un peu. Non, papa. Je te l'ai dit il y a une heure quand tu as demandé. J'ai déposé toute la boîte à la maison cet après-midi. Brandon et les enfants se sont jetés dessus juste devant moi. Pourquoi tu rappelles? Silence de mort. Puis un son étouffé, presque comme un sanglot. Avant que je puisse demander ce qui n'allait pas, la ligne a été coupée. 10 secondes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Evelyne, elle n'a même pas dit bonjour. Combien Brandon en a-t-il mangé? Dis-moi exactement. Elle criait, hystérique, rien à voir avec la femme glaciale que je connaissais. Evelyne, calme-toi. Il en a mangé au moins 5. Les petits en ont pris un tas aussi. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait ce bruit affreux de halètement et a raccroché. 3e appel. Mélissa pleurait déjà tellement qu'elle pouvait à peine parler. Sœur, s'il te plaît, dis-moi que tu mens. S'il te plaît, dis que tu en as mangé maintenant. Mon cœur battait à tout rompre. Mélissa. Je les ai regardés finir la moitié de la boîte. Je n'y ai pas touché. Que quelqu'un me dise ce qui se passe. Elle a crié mon nom une fois, et l'appel a été coupé. Je suis resté figé dans ma salle de bain, le téléphone toujours à la main, essayant de comprendre pourquoi 3 adultes perdaient la tête à cause de chocolat. Moins de 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu de Columbus. Ici le service des urgences de l'hôpital pour enfants Nationwide. Votre frère, Brandon Morrison, et vos neveux, Layton et Matteo Rivera, sont dans un état critique. Je ne me souviens pas du trajet en voiture. Je me souviens seulement d'avoir couru à travers les portes des urgences, le sifflement automatique sonnant trop fort, l'odeur d'antiseptique me frappant comme un coup de poing. Un médecin m'a accueilli au bureau du triage, le visage sombre sous les néons. Tous les trois ont été pris de convulsions soudaines et d'un arrêt cardiaque quelques minutes après. Nous avons réussi à les stabiliser, mais leur cœur s'est arrêté 2 fois dans l'ambulance. Les analyses sanguines montrent un pic massif d'un agent cardiotoxique, quelque chose qui agit rapidement et de manière délibérée. Nous effectuons actuellement des tests toxicologiques complets. J'ai dû vaciller parce qu'une infirmière m'a attrapé par le bras et m'a fait asseoir. Mon esprit est revenu directement aux appels téléphoniques, à la terreur dans leur voix dès que j'ai dit que les enfants avaient mangé les chocolats.
Ils ne demandaient pas parce qu'ils craignaient que je tombe malade. Ils demandaient parce qu'ils étaient terrifiés que je n'en ai pas mangé. J'ai laissé tomber ma tête dans mes mains, les bruits de l'hôpital s'estompant en un grondement sourd. Et pour la première fois cette nuit-là, la vérité m'a frappé avec une clarté écœurante. Le cadeau d'anniversaire n'était jamais censé atteindre demain. Le lendemain matin, Brandon a ouvert les yeux, l'air d'un fantôme, la peau pâle sous les lumières crues de l'hôpital. J'étais assise à côté de son lit depuis des heures, lui tenant la main pendant que les machines émettaient des rythmes réguliers. Dès qu'il s'est concentré sur moi, les larmes ont jailli. Kendall. Je suis désolé, a-t-il murmuré, la voix rauque à cause du tube qu'il venait de retirer. Désolé pourquoi, mon pote? Il a jeté un coup d'œil au rideau qui le séparait des petits, puis est revenu vers moi. Evelyne m'a dit que la boîte était uniquement pour toi, a-t-elle dit. N'y touche pas, donne-la-moi et quitte la pièce. Je pensais qu'elle était bizarre au sujet des calories ou quelque chose comme ça. Mon sang s'est glacé. Je me suis penché plus près pour que les infirmières n'entendent pas, répète ça. Il a dégluti difficilement. Elle m'a fait promettre. Elle a dit que c'était une gâterie spéciale pour adultes et que les enfants n'avaient pas le droit d'y toucher. Je n'ai pas écouté parce que Layton et Matteo étaient juste là en train de supplier. Je l'ai embrassé sur le front, lui ai dit de se reposer et suis sorti de la pièce sur des jambes qui fonctionnaient à peine. De retour à mon appartement, j'ai fouillé dans tous les tiroirs jusqu'à ce que je trouve le sac cadeau fantaisie qu'ils avaient utilisé pour l'envoi. La boîte elle-même avait disparu, mangée, mais le papier de soie épais, couleur crème, et le seau autocollant doré étaient encore froissés au fond. J'ai approché le papier de mon nez. Sous la faible odeur de cacao, il y avait quelque chose de pointu, de métallique, d'anormal. Ma formation d'experte comptable judiciaire s'est activée avec force. J'ai scellé le tout dans un sac de preuves propres que je gardais pour le travail, j'ai conduit directement à un laboratoire indépendant en qui j'avais confiance à Germain Village, et j'ai payé le triple pour un dépistage le soir même. Pendant que j'attendais les résultats, je ne pouvais pas rester immobile. Ma voiture a semblé se conduire toute seule jusqu'à Dublin. La lumière du Porsche était allumée, mais personne n'a répondu à la sonnette. J'ai utilisé la clé que j'avais encore d'il y a des années et me suis laissé entrer. Papa était assis, avachi sur le canapé du salon, les coudes sur les genoux, fixant le vide. Evelyne arpentait le seuil de la cuisine, le téléphone serré à blanc dans sa main. Mélissa se tenait près de la cheminée, les bras croisés autour d'elle, les yeux rouges et gonflés. L'air était si épais qu'on aurait pu s'étouffer. Je n'ai pas pris la peine de les saluer. Brandon est réveillé. Il m'a tout dit. Evelyne s'est figée en plein mouvement. La tête de papa s'est redressée brusquement. Mélissa a laissé échapper un petit gémissement. J'ai brandi mon téléphone, le point rouge d'enregistrement allumé. Commencez à parler. Evelyne a d'abord essayé de jouer la belle-mère inquiète. Nous sommes juste terriblement inquiets pour les enfants. Arrêtez vos conneries. Ma voix est sortie plate, mortelle. Il a dit que vous lui aviez dit que les chocolats étaient uniquement pour moi. Pourquoi? Papa a ouvert la bouche, l'a refermée. Le masque d'Evelyne a glissé. Ses lèvres se sont tordues en quelque chose de laid. Parce qu'ils étaient destinés à toi, petite égoïste Evelyne. Papa a sifflé, trouvant enfin sa voix. Elle l'a ignoré, s'approchant, déversant son venin. Tu accapares tout. Cet argent de ta mère reste là à ne rien faire pendant que nous, on galère. Une crise cardiaque et tout revient à ton père. À nous. Tu étais censée être la seule à les manger. Mélissa s'est mise à sangloter plus fort. On voulait juste que Brandon ait l'avenir qu'il mérite. Tu ne partages jamais. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai laissé le téléphone continuer à enregistrer chaque mot. Papa avait l'air d'avoir 10 ans de plus, le visage cendré, incapable de me regarder dans les yeux. Evelyne a réalisé ce qu'elle avait dit et a essayé de faire marche arrière, les mains agitant. Je ne voulais pas dire où tu le pensais vraiment. J'ai arrêté l'enregistrement, glissé le téléphone dans ma poche. Vous venez d'avouer 3 tentatives de lésions corporelles graves, dont 2 mineures. Félicitations. C'est fini pour vous. Je me suis retourné et suis sorti. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec un clic doux et final. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. J'ai juste conduit à travers le centre-ville, devant les lumières du Scioto Mile clignotant sur la rivière, jusqu'aux autoroutes vides et de nouveau jusqu'à ce que le ciel devienne gris pâle au-dessus de la ligne d'horizon.
Quand le soleil s'est finalement levé, je suis entré dans le salon le plus exclusif de Short North et j'ai dit à la styliste, faites en sorte que je ressemble au genre de femme qui ne perd jamais. 4 heures plus tard, mes cheveux étaient un carré châtain vif qui encadrait mon visage comme une armure. Ma garde-robe a été remplacée par des blazers noirs sur mesure, des chemisiers en soie, des talons qui claquaient avec détermination. Le miroir montrait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il ne verrait jamais venir. Premier arrêt après cela, le bureau de Gregory Lawson sur East Gay Street. J'avais travaillé sur des affaires avec lui auparavant. Il était spécialisé dans les tentatives de lésions corporelles graves et les crimes financiers. J'ai posé l'enregistrement téléphonique sur son bureau, l'ai fait écouter une fois, et j'ai regardé ses sourcils se lever. Il n'a pas perdu de temps à être choqué. J'aurai un mandat de perquisition pour la maison de Dublin et l'emballage restant à midi, a-t-il dit, composant déjà le numéro du procureur avec lequel il jouait au golf. On va éplucher tous les relevés financiers que ton père et Evelyn n'ont jamais touchés, et on doit bloquer tes actifs aujourd'hui. À 15h cet après-midi-là, j'étais assise devant un avocat spécialisé dans les fiducies sur Broad Street et j'ai signé des papiers transférant chaque dollar des 1,9 million dans une fiducie irrévocable. L'argent que ma vraie mère m'avait laissé était désormais intouchable. Bénéficiaire changé en une association caritative et Brandon, clause de déclenchement qui s'activait dès que quelqu'un le contestait. Il ne verrait jamais un centime. Gregory a appelé pendant que j'étais encore dans le bureau de l'avocat. Mandat signé. La police est à la maison maintenant. Ils ont trouvé le reçu d'expédition original et un récipient vide correspondant au papier de soie que tu as déposé au laboratoire. C'est suffisant pour des ordonnances de protection d'urgence. Il a fait une pause. Et Kendall, les services de protection de l'enfance viennent de placer Brandon sous garde provisoire d'urgence en raison de l'enquête en cours. Tu es la seule parente sans conflit d'intérêt. Demande la tutelle et il est à toi ce soir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas applaudi. J'ai juste senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Cette même semaine, par un après-midi gris, avec le sommeil tambourinant aux fenêtres, je me suis arrêté devant l'entrée des sorties de Nationwide Children's. Brandon est sorti, s'appuyant sur une infirmière, toujours pâle, une ecchymose de 4 sur le bras, un sac à dos sur une épaule. Il avait l'air plus petit que 12 ans. Il s'est arrêté quand il m'a vu, les yeux écarquillés, face à la nouvelle coiffure, aux nouveaux vêtements, à la nouvelle version de sa sœur qui se tenait là avec des clés à la main. « Tu es venu ?» a-t-il murmuré. « Bien sûr que oui. » J'ai ouvert la porte passager de ma voiture. « Monte. Tu rentres à la maison avec moi. » Il a hésité une seconde seulement avant de monter, tirant la porte comme s'il avait peur que quelqu'un essaie de l'arrêter. Alors que je m'éloignais du trottoir, il a regardé par la fenêtre l'hôpital, qui se rétrécissait derrière nous, puis s'est tourné vers moi avec le plus petit et le plus courageux sourire que j'ai jamais vu. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus l'étrangère. J'étais celle qui était au volant. Brandon s'est recroquevillé dans le coin de mon canapé gris sectionnel pendant les 3 premiers jours, les genoux repliés sur sa poitrine, la capuche du sweat à capuche relevée, les yeux fixés sur le vide. Il mangeait à peine. Il parlait à peine. Il existait juste dans cette petite boule silencieuse, comme si l'appartement pouvait l'avaler s'il bougeait. Je lui ai laissé de l'espace. J'ai laissé la télé allumée à bas volume, j'ai commandé toute la nourriture qu'il aimait avant, et je suis allé travailler pendant la journée pour qu'il ne se sente pas observé. La nuit, je m'asseyais sur le canapé opposé avec mon ordinateur portable, faisant semblant de répondre à des emails alors que je le regardais respirer. Le 4e matin, il a erré dans la cuisine pendant que je cassais des œufs dans une poêle. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte, tordant le cordon de son sweat à capuche jusqu'à ce que l'embout en plastique se casse et rebondisse sur le carrelage. Evelyn me le disait en face, a-t-il dit, la voix rauque à force de ne pas parler. J'ai baissé le feu et j'ai attendu. Elle me faisait asseoir sur le comptoir après l'école et me disait qu'une fois que tu ne serais plus là, on aurait enfin assez d'argent, que l'épargne de ta mère était censée être pour la famille, pas enfermée avec toi. Elle disait que tu volais mon avenir. Il a regardé le sol. Je pensais qu'elle était juste en colère. Je ne savais pas qu'elle le pensait vraiment. J'ai fait glisser les œufs sur 2 assiettes et en ai poussé une vers lui. Il l'a picoré, puis a continué à parler, les mots se déversant de plus en plus vite au plus je restais silencieuse. Mélissa riait et ajoutait que les frais de scolarité de l'école privée étaient déjà mis de côté. Ils attendaient juste les papiers. Papa ne leur disait jamais d'arrêter.
Il fixait juste son téléphone et faisait semblant de ne pas entendre. Brandon pensait que c'était une blague jusqu'au jour où Evelyn lui a remis la boîte scellée et a dit « Quoi que tu fasses, n'ouvre pas ça toi-même. C'est uniquement pour Kendall. » Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis le début. « Mélissa, les 20 premiers messages étaient du venin pur. Tu n'as pas le droit de garder mon petit frère en otage. Il a peur, et il a besoin de sa mère. Tu vas payer pour ça. » Puis le ton a changé. Il demande après moi tous les soirs. On peut arranger ça en famille. S'il te plaît, laisse-moi juste lui parler. J'ai tout lu et je n'ai jamais répondu. Pas un seul mot. Puis le rapport de Victor Chen a atterri dans ma boîte de réception pendant que j'étais en téléconférence au centre-ville. Je l'ai ouvert dans les toilettes pour que personne ne voie mon visage. Page après page de la vie secrète de parieuse d'Evelyn, site de paris sportifs offshore, application de paris en crypto, prêt sur salaire à 4 cents % d'intérêt, avance de fonds prélevés la même semaine où elle a posté le colis d'anniversaire. Dette totale, 380 000 $ et en augmentation. Certains comptes étaient conjoints avec papa, d'autres cachés sous le nom de Mélissa pour les urgences. J'ai transféré tout le dossier au procureur avec une note d'1 ligne. Le mobile est devenu beaucoup plus clair. Ce même soir, ma caméra de sonnette a capturé Mélissa en train de monter les marches de mon immeuble comme une tempête. Elle a frappé à la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Le concierge a menacé d'appeler la police. Je l'ai fait entrer. Elle a fait irruption dans le salon, les cheveux ébouriffés, le mascara déjà en train de couler. Brandon était par terre en train de jouer à un jeu de course. Il s'est figé quand il l'a vu. « Prends tes affaires », a-t-elle ordonné, la voix craquant. « Tu rentres à la maison tout de suite. » Il a lâché la manette et a reculé vers moi. Je me suis interposé entre eux. Il ne va nulle part. Elle a ri, d'un rire aigu et brisé. Tu crois qu'un bout de papier fait de toi sa mère? Il est de mon sang. À moitié, ai-je corrigé, calme et froide. Et pour l'instant, l'État n'est pas d'accord avec toi. Mélissa s'est jetée sur moi, essayant d'attraper le bras de Brandon. Il s'est retiré si brusquement qu'il a heurté la table basse. J'ai attrapé son poignet. Touche-le, et j'appelle la sécurité. Elle s'est dégagée d'un coup, les yeux brillants de colère. Tu as toujours tout pris en premier. L'argent de maman. Maintenant, mon frère. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application audio et appuyé sur lecture. La voix d'Evelyn a rempli la pièce, claire comme le jour où elle a été enregistrée. Point parce qu'ils étaient destinés à toi. Une crise cardiaque, et tout revient à ton père. La propre voix de Mélissa a suivi, se plaignant des frais de scolarité et des nouvelles voitures et de l'injustice de ce que j'avais tout. Quand ça s'est terminé, l'appartement était silencieux comme une tombe, à l'exception de sa respiration saccadée. Elle s'est effondrée à genoux sur mon plancher de bois franc, les mains griffant l'air. Je ne voulais pas que les enfants soient blessés. Je le jure. Je pensais que tu les mangerais seul. S'il te plaît, Kendall. Il est tout ce qui me reste. Brandon s'est avancé, s'est tenu juste à côté de moi et l'a regardé de haut. Tu as cessé d'être ma sœur le jour où tu as aidé à essayer de la tuer. Mélissa a sangloté plus fort, le visage se déformant. Je lui ai remis la plainte au civil nouvellement déposée que Grégory avait livrée ce matin. Détresse émotionnelle, frais médicaux pour 3 mineurs, dommages punitifs s'élevant à 6 chiffres. Emmène ça à l'avocat que tu peux encore te payer, ai-je dit, et ne reviens pas. Elle est sortie en titubant, serrant les papiers, pleurant toujours, la porte claquant derrière elle comme un poing à la fin d'une très longue phrase. Brandon s'est tourné vers moi, les yeux brillants mais stables. « Merci », a-t-il murmuré. Je l'ai serré dans mes bras et ne l'ai pas lâché pendant longtemps. Cette nuit-là, il s'est endormi sur le canapé avec la manette encore dans sa main. Le premier sommeil paisible qu'il ait eu depuis l'hôpital. J'étais assise dans le noir à regarder les lumières de la ville clignoter à l'extérieur de la fenêtre et je savais sans aucun doute que la vraie bataille allait commencer. Mais au moins, maintenant, nous la menions ensemble. 8 mois après l'inculpation, nous avons franchi les lourdes portes du palais de justice du comté de Franklin par un matin si froid que notre souffle flottait devant nous comme de la fumée. Le procès a duré 3 semaines complètes. Brandon et moi avons pris les mêmes sièges chaque jour, au 2e rang, à droite, lui dans le même blazer bleu marine qui avalait ses épaules, moi dans des tailleurs anthracite assez tranchants pour couper du verre. Les journalistes se pressaient à l'arrière,
les stylos grattants, les téléphones interdits mais les chuchotements constants. Grégory a commencé par la science. Le toxicologue de l'État, le docteur Patel, s'est tenu devant le projecteur et a expliqué aux jurés les chromatographies et les analyses sanguines. Il a pointé le pic indubitable d'une cardiotoxine synthétique, le même composé récupéré sur le papier de soie et sur 3 petits corps. Il a expliqué avec des détails calmes et cliniques comment elle force les canaux potassiques à s'ouvrir en grand, comment le cœur d'un enfant peut s'arrêter en moins de 8 minutes, comment une dose adulte aurait été plus que suffisante pour moi. Ensuite, il y a eu l'enregistrement. Le haut-parleur du tribunal s'est mis en marche. La voix d'Evelyne a rempli chaque coin, froide, précise, expliquant exactement comment ma crise cardiaque soudaine aurait l'air naturelle. La justification paniquée de Mélissa a suivi. La respiration saccadée de papa en arrière-plan était plus forte que tous les mots qu'il n'a jamais réussi à prononcer. Un juré au premier rang a visiblement tressailli quand Evelyne a ri de l'argent qui arrivait enfin aux bonnes personnes. Victor Chen a témoigné ensuite. Il a projeté l'historique des paris d'Evelyne sur l'écran géant, site de paris sportifs offshore, portefeuille de crypto, avance de fonds à 400% d'intérêt. 380 000 $ partis en 24 mois. Le dernier transfert, le montant exact pour les frais de scolarité d'une école privée, a eu lieu 3 jours avant mon anniversaire. Brandon est passé en dernier. Il s'est dirigé vers la barre des témoins, serrant la rambarde si fort que ses jointures sont devenues blanches. Le huissier lui a fait prêter serment. Il a regardé directement la table de la défense, les 3 personnes qui étaient autrefois son monde entier, et a commencé à parler. Il leur a dit comment Evelyne le faisait asseoir sur le comptoir de la cuisine et lui murmurait que j'étais égoïste de garder l'argent de maman enfermé. Comment Mélissa acquiesçait et disait que l'école privée attendait le moment où je serais hors de l'équation. Comment papa ne leur a jamais dit d'arrêter. Comment la veille de mon anniversaire, Evelyne lui a remis la boîte scellée et a dit « Ne donne ça qu'à Kendall. N'ose surtout pas l'ouvrir. » Il a dit au jury qu'il pensait que c'était une blague jusqu'à l'hôpital. Sa voix est restée stable tout le temps. Lorsque le procureur lui a demandé pourquoi il témoignait contre ses propres parents, il m'a regardé pour la première fois depuis qu'il était entré dans la boîte et a dit « Parce que ma sœur est la seule qui m'ait jamais choisi. » La défense a tout essayé. L'avocat de papa l'a dépeint comme un homme brisé contrôlé par une femme dominatrice. Evelyne a témoigné dans une robe grise modeste et a affirmé que l'enregistrement avait été sorti de son contexte, qu'elle ne faisait qu'exprimer sa frustration. Mélissa a pleuré dès qu'elle s'est assise, le mascara coulant, suppliant le jury de penser à ses bébés. Elle a dit qu'elle avait seulement suivi parce qu'Evelyne avait menacé de la mettre à la porte avec les enfants si elle ne le faisait pas. Le jury est revenu en 4h12. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge a ajusté ses lunettes et n'a pas élevé la voix une seule fois. Richard Morrison, 10 ans de prison d'État pour complot et mise en danger imprudente de mineurs. Evelyne Morrison, 15 ans en tant que principale planificatrice, plus fraude financière aggravée. Mélissa Morrison-Rivera, 12 ans pour participation active et 3 chefs d'accusation de mise en danger d'enfants. Ensuite, la partie sur la garde. Le juge s'est tourné vers Brandon. Jeune homme, vous avez tout entendu. Comprenez-vous ce que signifie la tutelle permanente? Brandon s'est levé sans attendre la permission. Oui, monsieur. Cela signifie que je peux rester avec Kendall. Le juge a fait un signe de tête une fois. Ainsi ordonné. La tutelle permanente est accordée à Kendall Morrison avec effet immédiat. Tous les droits parentaux sont résiliés. Papa n'a pas levé les yeux de la table. Le visage d'Evelyne s'est tordu en une rage pure avant que les agents ne lui mettent les menottes. Mélissa a tendu la main par-dessus la rambarde vers Brandon, les doigts griffant l'air, murmurant son nom encore et encore. Il n'a pas bougé. Il a juste pris ma main et l'a serré fort. Nous sommes sortis par une sortie latérale pendant que les journalistes criaient des questions à Grégory. La neige avait commencé à tomber en flocons épais et silencieux, recouvrant les marches du palais de justice comme si quelqu'un avait mis le monde entier en sourdine. Dans le parking, Brandon a finalement lâché ma main, s'est appuyé contre la voiture et a commencé à trembler. Pas pleurer, juste trembler. Je l'ai serré dans mes bras jusqu'à ce que ça s'arrête. Quand nous avons débouché sur High Street, il a baissé la vitre d'1 pouce, a laissé l'air froid frapper son visage et a dit la première phrase complète qu'il avait prononcée depuis des semaines qui ne concernait pas le tribunal. Je suis libre. J'ai gardé les yeux sur la route, les flocons de neige fondant sur le pare-brise, et j'ai répondu de la seule façon que je connaissais. Ouais, gamin, on l'est tous les deux.
Brandon a obtenu son diplôme d'études secondaires au printemps de ses 18 ans, la toge et le mortier trop grand sur sa silhouette toujours maigre, le diplôme serré comme s'il pouvait disparaître. J'étais debout dans les tribunes du Dublin Kaufmann, applaudissant jusqu'à ce que mes paumes me piquent, regardant le garçon qui se cachait autrefois sous mon canapé traverser maintenant cette scène la tête haute. Cet été-là, je l'ai conduit moi-même à l'orientation de l'Ohio State. Nous avons rempli tous les formulaires de bourse ensemble, et quand la lettre d'acceptation est arrivée avec un forfait de bourse complète que j'avais discrètement mis en place des années plus tôt par le biais de la fiducie irrévocable, il a regardé le papier pendant une minute complète avant de me regarder avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Tu as fait ça ? Quelqu'un devait s'assurer que tu es l'avenir qu'ils ont essayé de voler, ai-je dit. Il m'a serré si fort que mes côtes ont craqué. L'université l'a changé par vagues lentes et régulières. En première année, il m'appelait encore Kendall en public. Mais en deuxième année, les enfants du dortoir l'ont entendu glisser et dire « Sœur » quand il pensait que personne n'écoutait. En troisième année, il a commencé à me présenter comme mon tuteur au professeur, la voix fière. En dernière année, il a simplement dit « Voici ma famille » et s'en est tenu là. Papa est mort pendant la 4e année de sa peine. La prison a appelé un mardi. Crise cardiaque, soudaine, sans souffrance. J'ai écouté la sympathie rodée de l'aumônier, les remercier et j'ai raccroché. Je l'ai dit à Brandon au dîner. Il a posé sa fourchette, a fixé son assiette pendant longtemps, puis a demandé si nous devions aller à l'enterrement. Nous n'avons rien à faire, ai-je dit. Nous ne l'avons pas fait. Evelyn et Melissa étaient toujours à l'intérieur, les peines s'égrenant un jour gris à la fois. Les lettres sont arrivées d'abord, en colère, puis suppliantes, puis juste pitoyables. Je n'en ai jamais ouvert une seule. Je les ai fait transférer directement au bureau de Grégory pour le dossier marqué « Preuve si nécessaire ». La seule adresse de retour suffisait à maintenir l'ordre de non-contact inébranlable. Un soir pendant la semaine des examens finaux, en dernière année, Brandon est rentré de la bibliothèque plus tard que d'habitude, a laissé tomber son sac à dos et s'est tenu dans l'encadrement de la cuisine, tordant la sangle exactement comme il tordait le cordon de son sweat à capuche quand il avait 12 ans. « Est-ce que tu les détestes » a-t-il demandé, la voix basse. J'étais en train de couper des légumes pour un sauté, le couteau se déplaçant régulièrement. J'y ai pensé. Vraiment pensé pendant que la lame cognait contre la planche à découper. Non, ai-je dit finalement. La haine prend de l'énergie. Je ne leur en donne plus. Il a hoché la tête lentement, digérant. Je ne les considère tout simplement pas comme de la famille, ai-je ajouté. Ils ont cessé de l'être le jour où ils ont décidé que ma mort était moins chère que de demander de l'aide. Il a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras par derrière, le menton sur mon épaule comme il le faisait quand il était assez petit pour l'atteindre. « Tu es ma famille » a-t-il dit simplement. J'ai posé le couteau et me suis tourné pour le serrer dans mes bras à mon tour. « Ouais, gamin. Et tu es la mienne. » Il a obtenu son diplôme summa cum laude en ingénierie informatique en mai suivant. J'étais assise à nouveau dans le siège, cette fois dans la section familiale, le regardant traverser la scène en Ohio State. Scarlett, la fiducie que j'avais constituée pour lui étant désormais officiellement la sienne. À 22 ans, chaque centime, protégé de quiconque pourrait encore essayer d'y toucher. Après la cérémonie, nous avons traversé l'ovale, le diplôme dans une main, mon bras autour de ses épaules avec l'autre. Il a regardé le diplôme, puis moi, et a souri, le premier sourire complètement ouvert que je voyais depuis qu'il avait 10 ans. « Et maintenant » a-t-il demandé. « Maintenant, tu construis la vie que tu veux » lui ai-je dit. « Et je peux regarder. » Il a ri, le son brillant contre l'air printanier, et pour la première fois en une décennie, j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la colère ou la peur. C'était comme la paix. 10 ans se sont écoulés depuis que le marteau du juge est tombé. Brandon a 32 ans maintenant, en dernière année d'ingénierie informatique à l'Ohio State, vivant dans un appartement hors campus que j'ai aidé à choisir près de l'Olentangy River Trail afin qu'il puisse courir tous les matins comme s'il distançait des fantômes qui ne le chassent plus. J'ai 45 ans, directrice de la comptabilité forensique dans le plus grand cabinet de l'État, bureau d'angle au 32e étage de la Levesque Tower, vue s'étendant jusqu'à la Scioto. J'ai acheté un nouvel appartement dans le Arena District l'année dernière. Des baies vitrées, des planchers de bois franc, aucune trace du passé, sauf une photo encadrée de Brandon et moi le jour de la remise des diplômes. Je ne suis jamais retourné à Dublin. La maison a été vendue aux enchères du shérif pour couvrir la restitution.
Je n'y ai pas assisté. Je n'avais pas besoin de regarder des étrangers sortir des meubles qui ne contenaient que de mauvais souvenirs. Evelyn est toujours au centre correctionnel de Dayton. Il lui reste 8 ans à moins que les commissions de libération conditionnelle ne se mettent soudainement à avoir du cœur. Melissa est sortie après 9 ans pour bonne conduite. A déménagé dans une ville paumée près de Zanesville, travaille de nuit dans une station-service. Je le sais parce que l'enquêteur privé que je garde à mes côtés m'envoie des mises à jour trimestrielles que je ne demande jamais et que je ne lis jamais au-delà de la première ligne. Je n'ai jamais rendu visite. Je n'ai jamais accepté d'appel en PCV. Je n'ai jamais ouvert une seule lettre. Brandon m'a demandé un jour, en dernière année de lycée, si je voulais être dans la pièce quand papa serait enterré dans le cimetière de la prison. Je lui ai dit non. Il a hoché la tête et n'en a plus jamais parlé. Les gens demandent parfois comment je peux être si froide. Ils ne comprennent pas que le froid n'est pas l'absence de sentiments. C'est la présence d'instinct de conservation. J'ai passé 35 ans à me plier, à donner, à excuser, à me rétrécir pour qu'ils puissent se sentir plus grands. Au moment où j'ai arrêté, ils ont essayé de me tuer pour l'espace que j'ai finalement occupé. Je ne leur ai pas pardonné parce que le pardon exige une version d'eux qui n'a jamais existé. Je ne les ai pas haïs parce que la haine signifierait qu'ils possédaient encore de l'immobilier dans ma tête. Je les ai simplement enlevés comme on enlève une tumeur, complètement, définitivement, sans sentiment. Brandon a obtenu son diplôme avec mention très bien en génie informatique en mai dernier. Nous avons fêté ça avec un steak au sommet, juste nous deux, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Il a levé son verre et a dit, à la seule vraie parent que j'ai jamais eue. J'ai trinqué au sien et j'ai répondu, au frère qui a choisi de devenir une famille quand le sang nous a trahis tous les deux. Cette nuit-là, il m'a demandé si je regrettais quelque chose. J'ai regardé Columbus, l'endroit qui m'a vu me briser et me reconstruire, et je lui ai dit la vérité. Je regrette d'être restée silencieuse pendant 35 ans. Je regrette de t'avoir appris par l'exemple que l'amour signifie accepter le poison avec un sourire. Je ne regrette pas de les avoir coupés. Je regrette qu'il ait fallu presque mourir pour le faire. Il a hoché la tête, les yeux plus vieux que ce que 22 ans devraient permettre. Je comprends maintenant, a-t-il dit. La famille n'est pas celle à qui tu es né. C'est celle pour qui tu saignerais et celle qui saignerait pour toi. J'ai donné à Brandon un vrai foyer. Je lui ai donné de la thérapie, des limites, l'université, la sécurité, le genre d'amour qui ne vient pas avec des conditions ou des reçus. Les autres ont fait leur choix. Ils ont choisi l'argent plutôt qu'une fille, la cupidité plutôt qu'une sœur, la commodité plutôt que la vie d'un fils. J'ai choisi de vivre. Et chaque matin, quand je sors sur mon balcon, le café à la main, en regardant le soleil se lever sur une ville qui m'appartient, maintenant je sais une chose avec une certitude absolue. J'ai donné à Brandon un vrai foyer. Les autres, ils ont choisi leur chemin, et je ne suis plus sur celui-ci.